17 janvier 1945. Front de l'Est. Un vent glacial balaie les plaines gelées près du fleuve Vistule. La neige s'accumule en couches inégales, dissimulant les restes d'artillerie brisés et les tranchées abandonnées. Des soldats allemands se blottissent dans des manteaux en loques, leur souffle formant de fugaces nuages dans l'air glacial. Le ciel, d'un gris uniforme, pèse sur les tranchées, étouffant le tonnerre lointain des canons soviétiques. Les bottes crient sur la glace, les fusils alourdis par le givre. Au loin, un sifflement de train solitaire résonne, son écho presque immédiatement englouti par le vaste silence du désespoir. À l'intérieur du poste de commandement temporaire, des rapports sont éparpillés, des cartes ponctuées de lignes rouges progressant inexorablement vers l'ouest, des télégrammes de Berlin portant des assurances vagues, mais aucun contenant de l'espoir. Les soldats regardent prudemment par-dessus les bords des tranchées, leurs yeux scrutant des mouvements qui semblent toujours juste hors de portée. Des lettres venues de chez eux, partiellement enfouies dans la neige, flottent comme des fantômes fragiles. Le monde qu'on leur avait promis puissant, inflexible, victorieux, n'est plus qu'une illusion fragile, se dissolvant sous l'avancée implacable d'armées qui ne peuvent arrêter. C'est dans cette aube gelée qu'une vérité lugubre commence à se cristalliser. Pour eux, la guerre est déjà perdue. En janvier 1945, le Troisième Reich vivait ses dernières heures désespérées. À travers l'Europe, la guerre que Hitler avait promis rapide et décisive s'était transformée en une cascade de défaites. Sur le front de l'Est, l'armée rouge avançait avec une férocité née de la vengeance et de l'élan. Quelques semaines plus tôt, en décembre 1944, la bataille des Ardennes avait entraîné les forces allemandes dans une ultime offensive désespérée, dont les gains furent éphémères. Sur des milliers de kilomètres, les soldats allemands luttaient non seulement contre le poids de l'hiver, membres gelés, fusils recouverts de glace, rations de soupe grise et maigre, mais aussi contre la conscience rampante que la marée avait irrémédiablement tourné contre eux. L'offensive Vistule-Oder, lancée par le maréchal soviétique Georgi Zhukov le 12 janvier 1945, brisa toute illusion de résilience allemande à l'Est. En quelques jours à peine, les forces soviétiques progressèrent à une vitesse stupéfiante, couvrant près de 300 km en quelques semaines. Des villes autrefois jugées sur Cracovie, Varsovie, Lodz tombèrent successivement. Les divisions allemandes, déjà épuisées par des années d'attrition, furent jetées dans des positions défensives hâtivement organisées. La Wehrmacht, jadis redoutée, n'était plus qu'une force fragmentée, des recrues inexpérimentées, des hommes enrôlés durant les dernières années de la guerre et des vétérans brisés par des retraites incessantes. Les rapports du front faisaient état de bataillons entiers disparaissant sous le poids des blindés soviétiques et de l'artillerie implacable. Le haut commandement d'Hitler s'accrochait à des doctrines obsolètes, donnant des ordres de contre-attaque qui ne correspondaient plus à la réalité. Les divisions blindées manquaient de carburant et de munitions. La Luftwaffe n'était plus qu'une ombre de sa puissance passée. Les transmissions radio crépitaient d'urgence, mais leur contenu était contradictoire. Certaines commandes exigeaient une cohésion défensive, d'autres promettaient des contre-offensives miraculeuses. Les soldats, formés à obéir sans poser de questions, commençaient à percevoir la dissonance entre le discours confiant de Berlin et la désolation glaciale qui les entourait. Dans des journaux retrouvés après la guerre, certains écrivaient des nuits passées à écouter l'artillerie lointaine en se demandant s'ils reverraient un jour le foyer. Pendant ce temps, la propagande offrait un tableau radicalement différent. Les actualités et les tracts affirmaient que les soldats allemands étaient invincibles, que les Alliés étaient débordés et que chaque défaite n'était que temporaire. Hitler lui-même continuait de proclamer la victoire finale, parlant d'armes secrètes et de tournants imminents. Mais pour les hommes dans les tranchées, la réalité était indéniable, l'ennemi était partout, et la capacité du Reich à réagir s'effondrait. Le contraste entre attente et expérience créait une tension psychologique profonde. Un soldat, écrivant depuis un poste de commandement près de Varsovie, décrivit une panique silencieuse, ni bruyante ni dramatique, mais une panique qui s'installe dans la poitrine et ne vous quitte jamais. À la mi-janvier, les lignes de ravitaillement s'étaient effondrées sous la pression des bombardements alliés et de l'avancée soviétique. La nourriture manquait, les vêtements d'hiver étaient insuffisants, et les fournitures médicales quasi inexistantes. Les soldats pillaient ce qu'ils pouvaient dans les positions abandonnées, survivant avec du pain noir et du café ersatz. Chaque jour, le froid et la faim érodaient le moral, tandis que l'ordre autrefois discipliné de la Wehrmacht se fracturait. Les désertions augmentaient, et certaines unités n'étaient plus que l'ombre de leur force initiale. L'historien Anthony Beevor note que les troupes allemandes au début de 1945 étaient fatiguées, affamées et hantées par l'inévitabilité de la défaite, mais toujours obligées de se battre par peur, devoir et idéologie. Au-delà des difficultés matérielles, le tableau stratégique était sombre. Sur le front de l'Ouest, les forces américaines et britanniques avaient franchi le Rhin et progressaient profondément au cœur de l'Allemagne. Des villes comme Aix-la-Chapelle étaient tombées,
Les ponts sur le Rhin étaient constamment attaqués. La pression simultanée de l'Est et de l'Ouest signifiait qu'aucune réserve ne restait pour stabiliser les fronts effondrés. Les soldats allemands, formés au principe de la blitzkrieg et de la manœuvre rapide, se retrouvaient désormais à battre en retraite depuis les positions qu'ils avaient autrefois défendues avec fierté. Chaque village perdu, chaque tranchée abandonnée rappelait cruellement que la guerre leur échappait. Et pourtant, malgré les preuves accablantes, beaucoup de soldats s'accrochaient à l'espoir. Les lettres venues de chez eux, les rumeurs d'armes miracles et l'insistance des officiers sur l'arrivée de renforts offraient de petites consolations éphémères. Mais dans les champs gelés de Pologne et sur les routes dévastées des Ardennes, la réalité ne faisait aucun compromis. Pour la première fois, les hommes de l'armée de Hitler commencèrent à affronter l'idée que le Reich pourrait non seulement être vaincu, mais anéanti. Le vent glacial qui balayait leur visage portait plus que le froid. Il portait l'odeur d'un monde glissant irréversiblement hors de leur contrôle. Au fil de janvier, la réalité de la défaite s'infiltrait dans chaque tranchée et poste de commandement. Les soldats allemands avaient été conditionnés à croire en l'inévitabilité de la victoire, et pourtant, les illusions propagées par la propagande du Reich se fissuraient désormais sous la vérité implacable de la guerre. Dans des lettres retrouvées après le conflit, de jeunes conscrits décrivaient un nouveau type de terreur. Non plus le danger immédiat du combat, mais la compréhension croissante que leur lutte était vaine. Un soldat stationné près de Cracovie écrivait « Nous avançons, nous reculons, nous mourrons. » Et le poids psychologique était accentué par l'effondrement logistique qui caractérisait les derniers mois du Reich. Les dépôts de carburant avaient été détruits par les campagnes de bombardement alliés, laissant chars et camions immobilisés dans des champs enneigés. Les lignes de communication étaient rompues, rendant la coordination presque impossible. Les unités médicales ne pouvaient faire face aux engelures, aux maladies et au nombre croissant de blessés. La nourriture était maigre, souvent réduite à un bouillon clair ou à des rations avariées, et les vêtements chauds constituaient un luxe. Beaucoup d'hommes dépendaient d'équipements capturés ou improvisés, récupérés dans des positions abandonnées. La pénurie de nécessités élémentaires transformait les soldats ordinaires en nombre d'eux-mêmes, courbés contre le froid, émaciés, aux yeux creusés. Le front de l'Est était particulièrement impitoyable. Les forces soviétiques, fortes de plusieurs années d'engagements brutaux, exerçaient une pression constante sur plusieurs axes. Les pointes de lance du maréchal Zhukov traversaient les défenses allemandes, encerclant les unités et provoquant des retraites chaotiques. Des villes qui semblaient auparavant sécurisées, Danzig, Dansk et des parties de Silésie, tombèrent en succession rapide. Les troupes allemandes, formées pour la guerre de manœuvre et les offensives rapides, se retrouvaient désormais à livrer une bataille défensive qu'elles étaient mal préparées à soutenir. Les divisions de Panzer, autrefois fierté de la Wehrmacht, n'étaient plus qu'un patchwork de chars, souvent dépourvus de moteurs, de chenilles ou de munitions. Les unités d'infanterie devaient tenir leur position avec des fusils épuisés et un soutien minimal. Sur le front de l'Ouest, la situation était tout aussi critique. Les forces alliées avaient percé après la bataille des Ardennes, franchissant le Rhin et progressant profondément dans le cœur industriel de l'Allemagne. Les troupes américaines et britanniques étaient bien approvisionnées, leurs mouvements coordonnés avec précision et leur supériorité aérienne incontestée. Le contraste entre l'abondance alliée et la pénurie allemande ne pouvait être plus saisissant. Les soldats, endoctrinés à croire en la supériorité allemande, étaient désormais confrontés à la réalité pratique de la logistique et de la supériorité matérielle alliée. Chaque village abandonné, chaque pont détruit, chaque convoi en retraite renforçait le sentiment que le destin du Reich leur échappait. L'effet cumulatif sur le moral était profond. Les désertions devenaient de plus en plus fréquentes et la loyauté des soldats, autrefois absolue, vacillait désormais. Dans des journaux et des interviews postérieures à la guerre, d'anciens membres de la Wehrmacht évoquaient la résignation silencieuse qui s'était installée dans les unités. Il n'y avait ni fanfare ni confession dramatique, juste la compréhension tranquille que les forces de l'histoire étaient au-delà de leur contrôle. Des soldats allemands qui s'étaient imaginés maîtres du monde étaient désormais témoins de son effondrement. Même dans les hauts rangs, des fissures apparaissaient. Les officiers débattaient pour savoir s'il fallait poursuivre une résistance futile ou négocier avec les Alliés. Hitler restait isolé, émettant des ordres contradictoires, reflétant ni stratégie ni réalité. Les commandants sur le terrain devaient improviser dans des conditions impossibles, se fiant à des rapports fragmentaires et à des renseignements peu fiables. Pourtant, pour les soldats dans les tranchées enneigées, les détails du haut commandement importaient moins que les faits immédiats. Température glaciale, estomac vide, artillerie incessante et l'avancée inexorable de l'ennemi. Au milieu de ce chaos, des symboles d'espoir ou de subsistance, de simples objets comme une boîte de chocolat ou de conserve de viande prenaient un sens profond. Ils devenaient des rappels fugitifs d'un monde au-delà des tranchées, un monde où survivre ne signifiait pas vivre dans la peur ou la faim constante.
L'absence de tel réconfort ne faisait que creuser le sentiment de perte. Chaque repas manqué, chaque ration perdue dans la neige ou par l'action ennemie était une petite érosion non seulement de la force physique, mais de la croyance elle-même. Les soldats commençaient à comprendre que la guerre n'était plus un concours d'habileté, de stratégie ou de courage. Elle était devenue un test d'endurance face à des forces qui ne pouvaient plus espérer influencer. À la mi-janvier 1945, la combinaison de la pression écrasante de l'ennemi, des ressources épuisées, du froid extrême et du commandement fracturé rendait l'inévitabilité de la défaite indéniable. Pour les hommes de la Wehrmacht, la révélation arrivait lentement, comme la glace qui s'accumule progressivement à la surface d'une rivière. D'abord l'incrédulité, puis l'appréhension, et enfin la reconnaissance lugubre. Le Reich tomberait, et ils étaient impuissants à l'empêcher. Le jour viendrait où les soldats eux-mêmes sauraient, sans l'ombre d'un doute, que la guerre était perdue. Pour les hommes dans les tranchées, la réalité de la défaite se vivait d'abord au niveau humain. Les visages étaient tirés, les mains craquelées par les engelures, les yeux creux d'une exposition sans fin au froid, à la faim et à la peur. Un caporal près de Varsovie décrivait la sensation comme un désespoir silencieux, comme le gel qui s'installe dans nos os, mais plus profond, jusqu'au cœur. L'angle humain de cette catastrophe était celui de l'endurance dans des conditions qui érodaient non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Des soldats formés pour la victoire se retrouvaient piégés dans un cycle de retraite, de survie et de perte. Le moral devenait un fil fragile, s'effilochant chaque jour sans répit. Les lettres de la maison, jadis source de réconfort, arrivaient désormais sporadiquement, leur moissonnant creux sur le fond de destruction. La perspective tactique révélait une Wehrmacht en difficulté face à une guerre qui avait dépassé ses capacités. Les opérations défensives le long de la Vistule étaient entravées par des infrastructures détruites et des ressources insuffisantes. Les unités d'artillerie, souvent ensevelies sous la neige ou privées de munitions, ne pouvaient contrer la puissance de feu massif des soviétiques. Les divisions de Panzer, autrefois fer de lance de la Blitzkrieg, se réduisaient à des poches isolées, immobilisées par le manque de carburant ou des pannes mécaniques. Les commandants allemands tentaient des contre-attaques, mais chaque manœuvre se heurtait à une résistance écrasante. Les forces soviétiques, avançant avec des opérations combinées coordonnées, exploitaient chaque faiblesse. Les soldats, s'attendant à des engagements décisifs et disciplinés, se heurtaient à la réalité chaotique. Ils réagissaient, toujours réagissaient, face à un ennemi qui contrôlait à la fois l'initiative et l'élan. Le leadership constituait un autre angle critique façonnant ce moment de révélation. Hitler, isolé dans le Führerbunker et s'appuyant sur un état-major loyal mais de plus en plus déconnecté, continuait d'émettre des ordres défiant toute logique opérationnelle. Les commandants sur le terrain recevaient des directives pour tenir des positions ou lancer des contre-offensives dans des situations où ces efforts étaient impossibles. Le décalage entre le haut commandement et le front créait confusion et méfiance. Des officiers expérimentés, comme le général Walter Model, reconnaissaient l'inutilité de ces ordres, mais même leurs efforts ne pouvaient inverser l'effondrement stratégique global. Les soldats comprenaient peu à peu que la hiérarchie qu'ils avaient obéie sans question ne pouvait plus les protéger et que les promesses de victoire n'étaient que des illusions entretenues par la propagande. À travers ces angles, le contraste émotionnel entre attente et réalité devenait douloureusement clair. La propagande allemande avait décrit la Wehrmacht comme invincible, disciplinée et moralement supérieure. Dans la pratique, les hommes dans les tranchées étaient épuisés, sous-alimentés et démoralisés. Les armes sur lesquelles ils comptaient autrefois chars Panzer, artillerie, appui aérien de la Luftwaffe, étaient désormais soit détruites, immobilisées, soit inefficaces face à des forces ennemies écrasantes. Les soldats s'attendaient à des combats tactiques calculés. Ils faisaient face à des bombardements incessants, à l'encerclement et à la cruelle certitude que la retraite était la seule option viable. Même ceux qui croyaient en la supériorité idéologique étaient contraints de reconnaître l'insuffisance de leur entraînement et l'impossibilité de renverser la situation. Dans ce désespoir, les petits détails prenaient une importance symbolique. Une boîte de chocolat américaine, capturée lors d'une retraite ou glissée à travers les lignes de ravitaillement, devenait plus qu'une friandise. Elle représentait un fragment d'un monde intact, un goût d'abondance et de liberté en contraste frappant avec les tranchées froides et vides. La nourriture, rationnée et maigre, devenait la mesure de l'espoir ou de son absence. Les soldats notaient dans leurs journaux le soulagement procuré par une simple bouchée chaude, comme un rappel fugace que la vie hors de la guerre existait toujours. Ces symboles, simples, soulignaient le fossé grandissant entre attente et réalité. Les angles humains, tactiques et du leadership illustrent ensemble la dissonance profonde qui marquait janvier 1945. Les hommes étaient pris dans une guerre qui avait dépassé leur capacité à l'influencer, un conflit où bravoure et compétence ne suffisaient plus à déterminer l'issue. Même ceux qui avaient survécu des années sur le front de l'Est se retrouvaient démunis face à la vitesse de la défaite.
Le coût psychologique était immense. Épuisement, désespoir et désillusion remplaçaient la fierté et la confiance qui les avaient soutenus lors des campagnes précédentes. Chaque contre-attaque échouée, chaque position perdue, chaque ordre impossible renforçait la même réalisation lugubre. La guerre leur échappait et rien dans leur expérience ne pouvait l'empêcher. À ce moment, l'expérience des soldats devenait un prisme pour comprendre l'effondrement du Reich. Le coût humain était immédiat et viscéral, les échecs tactiques incontestables et les failles du commandement indéniables. Chaque angle, bien que distinct, convergeait vers une vérité unique. L'illusion de contrôle qui avait porté la Wehrmacht à travers ses victoires précédentes avait disparu, et avec elle, la croyance que les soldats d'Hitler pouvaient influer sur l'issue d'une guerre déjà perdue. D'un point de vue technologique, la Wehrmacht de janvier 1945 n'était plus qu'une ombre de sa puissance passée. Les chars qui avaient tonné à travers la Pologne, la France et la Russie lors des campagnes précédentes étaient maintenant paralysés par des pannes mécaniques, le manque de carburant et la suprématie aérienne alliée incessante. Les Tiger et Panther, symboles de l'ingénierie allemande, étaient souvent immobilisés dans la boue gelée ou détruits par les T-34 soviétiques avançant en nombres écrasantes. L'artillerie, privée de munitions ou camouflée de manière inefficace dans des champs enneigés, ne pouvait répondre aux barrages coordonnés de l'armée rouge. Même les systèmes de communication échouaient. Les radios crépitaient ou se taisaient dans le froid, tandis que les coursiers risquaient leur vie pour transmettre des ordres souvent obsolètes à leur arrivée. Les hommes dans les tranchées comprenaient que l'avantage technologique qui les avait portés lors des victoires en France et au début de la Russie avait disparu. Les armes sur lesquelles ils comptaient ne garantissaient plus ni survie ni succès. L'angle ennemi accentuait encore ce désespoir. Les soldats ne faisaient pas face à une simple armée adverse. Ils affrontaient une force qui avait appris, s'était adaptée et s'était renforcée à chaque affrontement. Les unités soviétiques, aguerries par les combats et dotées d'une supériorité numérique, se déplaçaient avec précision et agressivité implacable. En Pologne, des villes sous contrôle allemand depuis des années tombaient en quelques jours. Les forces alliées à l'ouest pressaient depuis la France et la Belgique, avançant à une vitesse mécanisée, avec un soutien logistique immense et une domination aérienne totale. Les soldats, qui avaient autrefois combattu contre des forces inférieures ou désorganisées, se retrouvaient face à un ennemi anticipant chacun de leurs mouvements, encerclant leurs unités et exploitant chaque faiblesse. Le contraste entre attente et réalité était indéniable. Ils s'étaient imaginé un combat aux compétences, discipline et courage dicteraient l'issue. Au lieu de cela, ils rencontraient une force écrasante, coordonnée avec une efficacité impitoyable. La dimension morale de ce moment était peut-être la plus profonde. De nombreux soldats allemands, recrutés par devoir ou conscription plutôt que par idéologie, commencèrent à affronter les conséquences éthiques de leurs actes. En retrait à travers les villages, ils voyaient la dévastation infligée aux populations civiles, maisons détruites, familles déplacées et séquelles des attaques de partisans. La façade de nationalisme juste, soigneusement entretenue par la propagande, vacillait alors que les hommes étaient confrontés au coût humain de la guerre qu'ils perdaient. Lettres et journaux intimes révèlent ce conflit interne. Loyauté envers les ordres versus conscience de l'effondrement moral. Certains soldats rapportaient des actes de sabotage délibérés pour éviter davantage de destruction, tandis que d'autres exprimaient leur honte d'avoir suivi des commandes ayant provoqué des souffrances inutiles. La prise de conscience que la guerre était perdue était indissociable de celle que leur participation avait contribué à d'immenses souffrances humaines. Ces angles technologiques, ennemis et morales se croisèrent pour créer un contraste émotionnel saisissant. Les soldats avaient été formés à croire en la perfection de l'ingénierie allemande, à la supériorité des armes allemandes et à l'infaillibilité de leur commandement. Dans la réalité, la technologie échouait, l'ennemi se révélait adaptable et écrasant, et la certitude morale s'effondrait sous le poids des atrocités accumulées et du combat futile. Même les objets les plus modestes, une radio fonctionnelle, un char opérationnel ou une simple boîte de nourriture prenaient une signification symbolique. Une boîte de chocolat américaine, capturée ou dissimulée, n'était plus seulement de la subsistance. Elle devenait un emblème discret d'un monde intact, un rappel d'abondance, de choix et de liberté au-delà des lignes de front. Ces petits symboles accentuaient le fossé entre l'expérience vécue des soldats et les attentes imposées. L'effet cumulatif de tous ces angles humains, tactiques, leadership, technologiques, ennemis et moral, produisait une transformation profonde de la perception. Les soldats allemands, autrefois convaincus de la victoire inévitable, se retrouvaient confrontés à une réalité qui ne pouvait ni contrôler ni modifier. Leur entraînement, leur discipline et leur expérience ne constituaient plus un bouclier face à l'inexorable pression de l'histoire venant de l'Est et de l'Ouest. Beaucoup racontaient un moment glaçant où la futilité de la résistance devenait indéniable, le bruit de l'artillerie soviétique avançant à travers la plaine gelée, la vue de camarades en retraite, le murmure d'ordre qu'il était désormais impossible d'exécuter.
Chaque instant renforçait la même vérité immuable. Le Reich s'effondrait, et les hommes de l'armée d'Hitler étaient témoins de sa désagrégation finale. Même au cœur de cet effondrement, des fragments d'humanité persistaient. Les soldats partageaient leur chaleur quand ils le pouvaient, échangeaient de maigres provisions et cherchaient du réconfort dans les petits symboles d'une vie au-delà de la guerre. Une tablette de chocolat partagée, une miche de pain ou la vue d'un soleil se levant sur un champ enneigé devenaient autant d'actes de défis silencieux face au désespoir. Ces gestes modestes, souvent ignorés dans l'histoire générale, éclairent la dimension humaine de la perte, la manière subtile dont les hommes s'accrochaient à l'espoir alors que le monde qu'ils connaissaient se dissolvait autour d'eux. C'est à travers ces angles, intersections d'une technologie défaillante, de la pression ennemie implacable et du questionnement moral, que le véritable poids de janvier 1945 se faisait sentir. Les soldats ne s'accrochaient plus aux illusions de gloire ou de victoire. Ils s'accrochaient à la survie, les uns aux autres, et au faible rappel d'une vie en dehors de la guerre. Le jour approchait où toutes les prétentions disparaîtraient, où les hommes comprendraient, sans médiation, que la guerre était irrémédiablement perdue. À la mi-janvier 1945, la Wehrmacht faisait face à un tournant décisif qui allait briser toute illusion restante. Le 12 janvier, l'Union soviétique lança l'offensive Vistule-Oder, une opération massive qui allait pousser l'armée rouge du fleuve Vistule jusqu'au territoire tenu par l'Allemagne. Dans les jours suivants, les unités blindées d'infanterie soviétique avancèrent à un rythme sans précédent, jusqu'à 30 km par jour, en surmontant des positions défensives allemandes jugées presque imprenables. Des villes comme Varsovie et Cracovie tombèrent presque immédiatement, laissant les soldats allemands désarroi. Pour beaucoup sur le terrain, il ne s'agissait pas d'une érosion lente du moral. C'était un coup de tonnerre, une preuve incontestable que le cours des événements avait tourné irrémédiablement. Le premier choc se manifesta par la communication. Les unités allemandes, habituées à recevoir ordres et renseignements via une chaîne de commandement structurée, se retrouvaient désormais confrontées à des rapports contradictoires et retardés. Les commandants de terrain rapportaient que les forces soviétiques frappaient simultanément sur plusieurs axes, submergeant les positions défensives et encerclant les bataillons. Les divisions de Panzer, destinées à servir de réserve mobile et de force de contre-attaque, étaient immobilisées par le manque de carburant ou détruites lors des premiers affrontements. Les unités d'infanterie, déjà affaiblies par les engelures, la faim et la fatigue, ne pouvaient opposer une résistance efficace. Une division près de Varsovie, comptant à peine 7000 hommes, fut mise en déroute par les troupes soviétiques dont la supériorité numérique seule dictait l'issue. Les soldats dans les tranchées, regardant par-dessus les parapets enneigés, voyaient l'avancée ennemie comme inarrêtable, inexorable et finale. L'expérience humaine de ce tournant fut immédiate et viscérale. Journaux et lettres racontent des soldats blottis dans le froid, écoutant le grondement lointain de l'artillerie, réalisant que la retraite offrirait peu de répit. Un lieutenant écrivait « Les hommes s'attendaient à combattre avec bravoure, à tenir le terrain, à frapper en retour, mais le sol lui-même nous trahissait, et nos armes n'étaient que des fantômes dans la neige. » L'épuisement et la terreur se combinaient au froid glacial, créant une atmosphère où le désespoir devenait tangible. Des hommes ayant combattu sur le front de l'Est pendant des années faisaient désormais face à la connaissance insupportable qui ne pouvait changer le cours des événements. La guerre leur échappait comme de la glace entre les mains. Du côté du commandement, l'effondrement était frappant. Les ordres d'Hitler continuaient d'arriver de Berlin, appelant à des contre-attaques impossibles à exécuter. Des unités étaient chargées de tenir des positions déjà submergées, d'autres de marcher dans des encerclements assurant la destruction. Les officiers de terrain peinaient à maintenir la discipline, mais même les commandants les plus expérimentés ne pouvaient concilier les attentes impossibles avec la réalité devant eux. Le général Hein Guderian, dans ses mémoires, décrivait la période comme une structure de commandement sans signification, donnant des ordres à des soldats déjà en train de disparaître sous la force supérieure. Pour le soldat moyen, ce fossé entre commandement et réalité confirmait ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. Le Reich ne pouvait pas les sauver. La technologie, autrefois source de fierté, devenait désormais un symbole d'impuissance. Les chars tombaient en panne dans la boue gelée, les obus d'artillerie venaient à manquer, et les communications échouaient au moment où elles étaient le plus nécessaires. Dans un cas documenté près de Lodz, un peloton de Panzer IV tenta une contre-attaque contre des T-34 soviétiques, pour découvrir que la moitié des chars étaient immobilisés et que le reste était détruit en quelques heures. Les mitrailleuses se bloquaient dans le froid, les mortiers rataient leurs tirs, les radios crépitaient incohérentes. Les soldats, formés à faire confiance à leur équipement et à leur ingénierie, durent affronter la réalité. La technologie ne pouvait plus compenser des forces écrasantes. Au milieu du chaos, la conscience de la rareté et le contraste avec l'abondance alliée devenaient douloureusement évidents. Dans des campements de fortune, les hommes partageaient de minuscules rations, une simple tranche de pain, un peu de viande séchée,
une boîte de chocolat trouvée dans l'épave d'un train de ravitaillement abandonné. Ces petits objets devenaient symboliques, rappelant ce qui existait au-delà du champ de bataille. Chaleur, nourriture et confort d'un monde qui continuait alors que le leur s'effondrait. Un sergent, dans une entrée de journal datée du 17 janvier, écrivait « Une petite boîte de chocolat. Elle a le goût de la liberté. Je n'avais jamais su ce que cela signifiait, jusqu'à maintenant. » Le symbolisme de ces objets résonnerait dans la mémoire des soldats, liant ce moment de prise de conscience à quelque chose de plus vaste que la simple survie immédiate. Le 17 janvier, l'avancée soviétique rendait la retraite allemande inévitable. Les rues de Varsovie étaient en ruine, les abords de Cracovie occupés et les lignes défensives allemandes le long de la Vistule brisées. Des unités qui s'imaginaient invincibles se dispersaient, se repliant dans les forêts et les villages abandonnés, leur cohésion détruite. Les soldats n'attendaient plus les ordres, ils attendaient de survivre. Dans chaque bunker, tranché ou blocos, la prise de conscience se répandait silencieusement mais inexorablement. La guerre était perdue. Cette journée marquait non seulement une défaite tactique, mais une rupture psychologique. Les soldats, qui avaient cru à la victoire finale et suivi les ordres sans question, faisaient désormais face à la vérité incontestable. Le Reich s'effondrait, et les hommes de l'armée d'Hitler en étaient des témoins impuissants. Le grondement de l'artillerie, l'odeur de neige et de putréfaction, l'épuisement glacé gravé sur chaque visage, voilà les preuves tangibles d'un monde échappant à leur contrôle. Et au sein de ce maelstrom, de petits symboles, la boîte de chocolat, la tranche de pain partagé, la chaleur d'un camarade demeuraient comme les plus humains et subtils rappels de l'espoir, de la vie et de l'abondance qui existaient encore dans un monde qui ne contrôlait plus pleinement. Au fil de cette journée du 17 janvier 1945, le poids de l'inévitabilité s'abattait sur chaque soldat allemand du front de l'Est. Dans les trous d'obus gelés et les tranchées enneigées, les hommes restaient silencieux, écoutant le roulement incessant de l'artillerie soviétique, jour et nuit. Le rythme de la guerre était devenu un métronome du désespoir. Un obus tombant, un cri résonnant, un pas gelé en avant et une retraite tout aussi rapide. Ceux qui s'étaient imaginés victorieux à grand renfort de gestes héroïques, encerclés des armées, lançaient des contre-attaques décisives, charges héroïques se heurtaient à la réalité implacable. Ils survivaient, ils ne combattaient pas, et la simple survie semblait vide. Les lettres et journaux de ces jours révèlent une fracture psychologique collective. Un soldat, écrivant depuis une position détruite à l'extérieur de Varsovie, consignait « Nous savons maintenant ce que nous avons toujours redouté. La victoire est un mot d'un autre monde, pas de celui-ci. Nous combattons, mais le monde riposte plus durement que nous n'avions jamais imaginé. » Un autre décrivait la scène le long de la Vistule gelée. « Nos chars ne bougent pas. Nos canons restent silencieux. L'ennemi marche là où nous pensions régner. Nous ne sommes plus des soldats. Nous sommes des ombres d'hommes, errant à travers une terre qui a déjà décidé de notre destin. » Le langage lui-même change. Là où autrefois dominait fierté et devoir, il n'y a plus que la reconnaissance silencieuse de la futilité. Au cœur de ces paysages glacés, de petits objets tangibles devinrent des symboles puissants de la vie hors de la guerre. Les soldats fouillaient pour trouver de la nourriture, boîtes de chocolat américaines, conserves de viande, même bouteilles de café ersatz. Un caporal se souvenait d'avoir tenu une seule boîte de chocolat, dont le contenu était intact malgré le chaos qui l'entourait. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était un fragment d'un monde intact malgré l'effondrement du Reich. La simple douceur, partagée entre camarades, devenait un rappel silencieux de l'abondance, d'une liberté existant ailleurs, au-delà des ordres, au-delà du front, au-delà de la guerre elle-même. Dans ce moment, chocolat, pain et café n'étaient plus de simples rations. Ils étaient des emblèmes de vie, des symboles de l'humanité ayant survécu à la destruction. Les réactions des soldats variaient, mais toutes portaient la même tonalité, choc, désespoir et acceptation résignée. Les officiers vétérans, habitués à orchestrer des manœuvres, voyaient désormais leurs colonnes d'hommes se dissoudre dans la retraite. Les conscrits, à peine formés, comprenaient l'inutilité de leur position par instinct plutôt que par stratégie. Le corps et l'esprit humain réagissaient avec une clarté presque animale, cherchaient un abri, préserver la chaleur, rationner ses forces. Sur le plan émotionnel, les hommes oscillaient entre incrédulité et résignation. Certains écrivaient des lettres qu'ils savaient ne jamais atteindre leur famille. D'autres restaient simplement figés dans le froid, écoutant l'ennemi se rapprocher à chaque heure qui passait. Même la présence de l'ennemi renforçait la réalité de la défaite. Les soldats soviétiques se déplaçaient avec une rapidité et une efficacité méthodique, apparaissant souvent dans des positions jugées inaccessibles. L'ampleur de l'offensive, divisions blindées, artillerie, infanterie était écrasante. Les unités allemandes, qui avaient autrefois fait leur fierté de leur discipline, se retrouvaient isolées, contournées et surpassées en nombre. La panique se propageait silencieusement à travers les rangs, non pas sous forme de chaos,
mais comme une lente prise de conscience. Survivre signifiait abandonner tout espoir de victoire. Le commandement, longtemps source d'autorité, n'était plus qu'un concept abstrait. Les ordres venus de Berlin étaient contradictoires et déconnectés de la réalité. Les officiers de terrain luttaient pour maintenir la cohésion, mais même eux étaient impuissants face à l'inexorable momentum de la défaite. Un témoignage relate un officier lançant une carte sur une table et déclarant « Il ne reste plus de ligne à tenir. Nous sommes des fantômes dans un monde qui ne se souvient pas de nous. » Les soldats internalisaient cette absence de direction. La guerre, autrefois encadrée comme une lutte organisée sous commandement clair, devenait une suite implacable d'expositions, de retraite et de survie. Dans ces conditions, les objets symboliques chocolat, rations, petits conforts prenaient un poids émotionnel disproportionné. Ils devenaient l'axe autour duquel tournaient mémoire, espoir et endurance humaine. Une seule boîte partagée dans la neige glacée pouvait rappeler à un soldat un petit déjeuner d'enfance, un repas familial ou la chaleur d'un foyer lointain. Même lorsque les tirs d'artillerie secouaient le sol et que des camarades tombaient, ces symboles persistaient, reliant les hommes à un monde qui valorisait encore la vie, le choix et l'abondance, des concepts désormais presque étrangers à leur quotidien. À la tombée de la nuit, la clarté de la défaite s'était posée sur les soldats comme la neige lourde sur les plaines. Il n'y eut pas d'annonce dramatique, aucune proclamation sur le champ de bataille. À la place, une réalisation silencieuse et omniprésente se répandait, communiquée par des regards, des entrées de journaux et la résignation muette qui s'installait dans chaque tranchée et blocos. La guerre était perdue. Le Reich ne se relèverait pas et le rôle des soldats se réduisait à être témoin de son effondrement final. Et pourtant, au sein de cette prise de conscience, subsistait une subtile persistance humaine. Les hommes partageaient leur maigre chaleur, échangeaient des rations et, pour un bref instant, se tournaient les uns vers les autres pour se rassurer. Même face au désespoir, de petits gestes de solidarité et la symbolique de la vie au-delà de la guerre persistaient. Ces actes fugitifs de connexion humaine, ancrés dans la survie et de petits conforts, allaient devenir le souvenir durable de ceux qui vécurent le jour où les soldats d'Hitler comprirent que la guerre était irrémédiablement perdue. Dans les jours qui suivirent le 17 janvier 1945, les conséquences de l'effondrement de la Wehrmacht devinrent de plus en plus tangibles. Les unités en retraite laissaient derrière elles un équipement détruit, des villages abandonnés et les corps gelés de camarades incapables de suivre le rythme des forces soviétiques. Les rapports de pertes, autrefois soumis au brouillard de la propagande, reflétaient désormais une réalité brute. Des dizaines de milliers de soldats tués, blessés ou capturés lors de l'offensive Vistulodère seulement. L'historien Anthony Beevor note que les pertes allemandes durant cette opération dépassèrent 300 000 hommes en moins d'un mois, un chiffre stupéfiant qui soulignait l'ampleur de la défaite. La prise de conscience de la fin de la guerre par les soldats n'était plus abstraite. Elle se mesurait à l'absence tangible de camarades, aux espaces vides le long des lignes en retraite et à la pression incessante de l'ennemi. L'impact psychologique sur les troupes survivantes fut profond. Des hommes autrefois convaincus d'invincibilité devaient désormais affronter l'épuisement, le désespoir et la culpabilité. Les lettres des soldats révèlent un thème récurrent, la conscience que leurs efforts étaient vains, que la survie dépendait de la retraite plutôt que de la résistance, et que le monde extérieur continuait sans égard pour leur souffrance. Un journal d'un soldat près de Cracovie note « Nous marchons à travers les ruines, non pour combattre, mais simplement pour endurer. Chaque pas rappelle que le Reich que nous avons servi est disparu, et nous avec lui. » La combinaison de l'épuisement physique et du jugement moral rendait les soldats vulnérables au désespoir, mais favorisait également de petits actes de camaraderie et de persistance humaine. L'effondrement logistique accentuait le coût humain. Les lignes de ravitaillement avaient été coupées par les campagnes de bombardement alliés et l'avance rapide des soviétiques. Munitions, nourriture et fournitures médicales étaient rares ou inexistantes. Les unités d'infanterie fouillaient les positions abandonnées ou les fermes locales, se nourrissant de pain noir, de pommes de terre gelées et de tout ce qu'elles pouvaient trouver dans les trains de ravitaillement détruits. Les divisions de Panzer, autrefois colonne vertébrale de la puissance offensive allemande, étaient réduites à des vestiges dispersés, leurs chars immobilisés ou détruits. Les communications étaient intermittentes, souvent confiées à des coureurs traversant des terrains ouverts sous le feu de l'artillerie. La dépendance des soldats à l'improvisation soulignait le contraste frappant entre attente et réalité, rappelant que leur formation et leur discipline ne pouvaient compenser la pénurie matérielle ou la force écrasante de l'ennemi. L'effondrement se manifestait également par l'érosion de l'autorité. Les officiers peinaient à maintenir discipline et morale, mais de nombreuses unités se dissolvaient simplement en petits groupes cherchant la survie plutôt que le respect des ordres. Un officier raconta avoir vu son bataillon se désagréger, les hommes désertant sous couvert de la nuit, ne laissant qu'une mince apparence de cohésion. La hiérarchie de commandement, autrefois incontestée, était désormais fragile, son autorité sapée par la réalité implacable de la défaite.
Les soldats comprenaient que les directives stratégiques de Berlin n'étaient plus contraignantes. La guerre n'était plus un concours de commandement, mais une lutte pour la vie elle-même. Au milieu de cette dévastation, les symboles d'abondance persistaient comme des marqueurs silencieux de ce qui restait au-delà de la guerre. De petits objets, une boîte de chocolat américain, une miche de pain, ou même un morceau de vêtement chaud, devenaient de puissants rappels d'un monde intact, non touché par l'effondrement. Les soldats qui partageaient ces items rapportaient des instants fugaces de réconfort et de liens humains. Dans ce paysage gelé et désolé, ces objets représentaient non seulement de la nourriture, mais aussi de l'espoir, une petite affirmation de vie au-delà de la mécanique implacable du conflit. Le contraste entre la rareté dans les tranchées et l'idée d'abondance ailleurs mettait en évidence l'échec idéologique profond des promesses du Reich. Vers la fin janvier, l'ampleur de l'effondrement allemand était indéniable. Les forces soviétiques avaient pénétré profondément en territoire polonais, approchant le fleuve Oder, tandis que les troupes alliées progressaient dans l'Allemagne occidentale vers le Rhin. La pression sur les deux fronts rendait impossible l'envoi de renforts capables de stabiliser les lignes vacillantes de la Wehrmacht. Les soldats allemands, longtemps conditionnés à croire à l'inévitabilité de la victoire, étaient confrontés à un fait irréfutable. Leur rôle dans la guerre avait changé, passant de conquérants à témoins. Chaque village détruit, chaque tranchée abandonnée, chaque retraite à travers les champs gelés renforçait la conscience que le Reich n'était plus une force avec laquelle il fallait compter. Cette première phase des conséquences montre les coûts tangibles de la défaite, vie perdue, morale brisée et fardeau psychologique de voir le Reich s'effondrer. Les soldats devaient naviguer à l'intersection de la survie et du jugement moral, confrontant à la fois leurs limites et les illusions idéologiques qui les avaient soutenus. Le jour où les soldats d'Hitler reconnurent que la guerre était perdue était passé, mais ses répercussions se faisaient sentir, influençant chaque mouvement, chaque décision et chaque pensée dans les champs gelés et dévastés d'Europe de l'Est. Au fil des semaines de janvier 1945, les conséquences stratégiques complètes de l'effondrement de la Wehrmacht devinrent claires. Les forces soviétiques, pressant sans relâche depuis l'Est, franchirent l'Oder et approchèrent des frontières même du Reich. Des villes autrefois considérées comme sécurisées étaient désormais occupées, leurs fortifications contournées ou détruites. Les alliés occidentaux avançaient en parallèle, franchissant le Rhin et pénétrant dans le cœur de l'Allemagne. La Wehrmacht, surchargée et épuisée, ne pouvait plus opposer une résistance coordonnée sur aucun front. Pour les soldats, le concept de victoire avait totalement disparu. La survie devenait le seul objectif mesurable. Le coût humain continuait de croître. Les rapports de pertes, contemporains et postérieurs à la guerre, révélaient des chiffres vertigineux. Dès les premières semaines de 1945, des centaines de milliers de soldats allemands furent tués, blessés ou capturés. Des divisions entières disparurent de l'ordre de bataille, ne laissant derrière elles que des fragments d'hommes et de matériel. Les journaux et lettres des soldats peignaient un paysage de désolation, champs gelés jonchés de carcasses de chars et d'artillerie, villages abandonnés, et corps silencieux et glacés des camarades. L'exposition répétée et incessante à la mort et à la destruction laissait des cicatrices psychologiques profondes dont beaucoup persistaient longtemps après la fin de la guerre. Les réflexions des soldats de cette période révèlent l'impact humain intime de la défaite. Un jeune soldat, écrivant en janvier, relatait « Nous avions imaginé la gloire, les médailles, la victoire. À la place, nous suivons une traînée de neige et de ruines, essayant seulement de rester en vie jusqu'au matin. » Les officiers furent également contraints de faire face à l'échec à une échelle sans précédent. Le général Heinz Guderian réfléchit plus tard au fait que l'effondrement rapide du front de l'Est démontrait la futilité de la doctrine rigide face à une force écrasante. La prise de conscience que des décennies de planification militaire et de certitude idéologique pouvaient être anéanties en quelques jours était une amère reconnaissance, que de nombreux soldats intériorisèrent en silence. Stratégiquement, l'effondrement força un recalibrage de l'effort de guerre. L'insistance de Hitler à tenir chaque position devenait de plus en plus dénuée de sens à mesure que les forces soviétiques et alliées s'emparaient du territoire sans opposition. Les unités allemandes se retrouvaient dans une posture réactive, se retirant là où l'ennemi avançait, avec peu d'espoir de contre-attaque. Les communications, déjà peu fiables, échouaient totalement dans certains secteurs, laissant les unités isolées et les officiers incapables de guider leurs hommes. Les soldats, autrefois instruments d'une machine militaire méticuleusement orchestrée, devenaient fragmentés, agissant seulement pour préserver leur propre survie. Au milieu du chaos, la présence symbolique de la vie au-delà des tranchées persistait. Les rations, souvent capturées ou récupérées, prenaient une signification émotionnelle. Une boîte de chocolat américain, partagée entre quelques soldats dans un fossé gelé, devenait plus qu'un simple aliment. C'était un lien fugitif avec un monde d'abondance, de choix et de liberté. La chaleur, la nourriture, et même un simple moment de camaraderie devenaient des mesures de résilience face à la marée écrasante de la défaite.
Le contraste saisissant entre la rareté sur le front et l'abondance suggérée par ces symboles soulignait les échecs idéologiques et pratiques du Troisième Reich. Les conséquences plus larges de janvier 1945 incluaient également un profond bouleversement du moral et de la perception. Les soldats qui avaient longtemps cru à l'invincibilité de l'armée allemande et à l'inévitabilité de la victoire se retrouvaient maintenant confrontés à l'effondrement total des deux. Les taux de désertion augmentaient, les unités se fragmentaient et le poids psychologique de la défaite inévitable pesait lourdement sur chaque mouvement. Les vétérans des campagnes précédentes, qui avaient connu des triomphes en Pologne, la France et les premiers fronts de l'Est se retrouvaient désorientés et déracinés. La guerre, qui avait autrefois été présentée comme un concours de compétences, de courage et de stratégie, était devenue une lutte implacable pour la survie face à des forces contre lesquelles il n'était plus possible de résister. À la fin de cette phase, les soldats de l'armée d'Hitler n'étaient plus des combattants façonnant l'histoire. Ils étaient des témoins de son cours inexorable. L'effondrement des fronts est et ouest, la dévastation des villes et des infrastructures et l'avancée implacable des forces ennemies ne laissaient aucune place à l'espoir. Pourtant, au milieu du désespoir, de petits gestes humains et des symboles de vie persistaient. Une bouchée partagée de chocolat, un moment de chaleur avec un camarade, la reconnaissance silencieuse qu'il était possible de survivre au-delà de la guerre. Ces fragments d'humanité resteraient gravés dans la mémoire, offrant la plus faible affirmation que, même dans l'ombre de la défaite, la vie et l'espoir pouvaient persister. La compréhension de la défaite par les soldats n'était plus abstraite ou théorique. Elle était tangible, immédiate et inévitable. Le Reich avait échoué, son armée était brisée, son idéologie révélée comme inadéquate face à une force écrasante. Et pourtant, au milieu de la destruction, de la famine et de la mort, les petits actes d'endurance humaine et les fragments symboliques d'abondance demeuraient, témoignant silencieusement de la résilience persistante de la vie même dans les heures les plus sombres de l'histoire. La guerre ne se termina pas par un moment décisif unique, mais par une reconnaissance silencieuse et inexorable. Pour les soldats de l'armée d'Hitler, janvier 1945 devint plus qu'une date. C'était le jour où ils comprirent que leur lutte n'était plus une question de victoire, de stratégie ou d'honneur. Il s'agissait de survie, de résistance et de témoignage de l'effondrement du monde auquel ils avaient appris à croire. Les tranchées gelées, le matériel détruit, l'avancée implacable des forces ennemies. Tout devint des symboles non seulement de défaite, mais de la fragilité humaine sous-jacente à l'idéologie. Pourtant, au sein de cette dévastation, de petits fragments de vie subsistaient. Une boîte de chocolat partagé, une maigre mise de pain, la chaleur du manteau d'un camarade, ces objets simples prenaient une signification profonde. Ils rappelaient qu'au-delà de la brutalité de la guerre existait un monde d'abondance et de liberté, intact, non entaché par les échecs des hommes ou des États. Dans ces petits gestes, les soldats apercevaient une humanité indestructible, une affirmation silencieuse de la vie au milieu du chaos. Le poids symbolique de ces objets, banals mais puissants, témoignait de la persistance de l'espoir même lorsque l'histoire semblait les avoir abandonnés. L'histoire du 17 janvier 1945 dépasse la simple défaite individuelle. C'est une méditation sur les limites de l'idéologie, la vulnérabilité de l'ambition humaine et la force implacable de l'histoire. Les soldats, qui s'étaient imaginés maîtres du destin du monde, furent contraints de n'être que des témoins impuissants de son mouvement. Leur expérience révèle pourtant une vérité plus profonde. Même dans l'effondrement des empires, la reddition des armées et l'ombre de l'inéluctable, la capacité humaine à la résilience, à la solidarité et à la reconnaissance de la vie persiste. Dans les champs enneigés de Pologne, dans les tranchées du Vistule, les soldats du Reich apprirent une leçon qui transcende l'histoire militaire. La victoire peut être une illusion, la défaite peut être absolue, mais les petits actes de survie, de compassion et de mémoire perdurent. La boîte de chocolat, jadis simple ration, reste emblématique de la liberté, de l'abondance et de la dignité humaine durable. Et dans cette eau froide et silencieuse, le monde lui-même murmura sa vérité éternelle. Même lorsque les empires tombent, l'esprit humain, dans ses formes les plus simples, survit.